Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir chez Caribde pour accueillir également Maria Efstatiadi et Anne-Laure Brisac, sa traductrice en français. Donc pour un texte, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai une confession à faire. La façon dont on lit en tant que lecteur avant tout, et libraire ensuite seulement, est toujours un peu aléatoire. Il y a une part d'indétermination. Pourquoi on lit ça plutôt qu'autre chose. Et en fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est vrai que, et c'est pas du tout de la flatterie, c'est le cas, moi j'ai une confiance qui est presque, pas tout à fait totale, mais presque aveugle dans les choix que fait Pascal Arnaud chez Quidam Éditeur, quand il estime qu'un texte en fait en vaut la peine. Donc moi je ne connaissais pas Maria Efstatiadi, alors que je sais qu'elle est très connue, mais chacun a ses limites de connaissances. Et donc je la connaissais pas avant ce texte, et donc je me suis dit bon je vais le lire parce que c'est chez Quidam. Et en fait j'ai toujours trouvé des bons textes chez Quidam, et puis toujours. Et puis parfois il y a des textes exceptionnels. Et celui-là c'est un texte exceptionnel. C'est un de ces textes dont, quand on en sort, on se dit waouh, qu'est-ce que je viens de lire exactement. En tout cas, c'est des textes qui sont, je veux dire, le mot est un peu pompeux, vous m'en voudrez pas, j'espère, mais c'est des textes qui sont un peu transformatifs. Qu'on n'est pas. Juste un petit mot, Luc, je te coupe. Oui. Le mérite en revient à Anne-Laure, parce que c'est elle qui l'a apporté. Voilà. Et si Anne-Laure ne l'avait pas apporté, je ne l'aurais pas pu dire. Donc merci parce que voilà, bon, je le dis quand même pas sans arrêt, c'est un texte je pense qui est exceptionnel. Alors on va essayer ce soir sans dévoiler l'intrigue, non mais c'est pas un thriller ça, mais sans dévoiler trop de choses en tout cas on va essayer essayer de partager pourquoi c'est un texte exceptionnel. Et donc du coup on va rentrer dans le vif du sujet et peut-être Anne-Laure nous dire quelques mots sur Maria, que tu connais infiniment mieux que moi, parce que tu l'as traduit quand même depuis un certain temps déjà. En fait, j'ai traduit 2 livres de Maria. Non, plus, qui sont publiés. Ouais. Et 2 autres textes, enfin surtout un, dont j'ai traduit ce roman, Presque un mélo, qui est paru en 2004, je crois. Pas très longtemps après qu'il est paru en Grèce. J'ai traduit donc celui-ci, entre les deux, une pièce, Démon, mais qui n'est pas publiée, qui a été donnée au théâtre à Pont-à-Mousson, au festival de Pont-à-Mousson, mais qui a quelques résonances avec la Comédie Française. Et à la Comédie Française, bien sûr, au studio, grâce à Laurent qui m'a aidé. Voilà. Voilà, donc 3 textes et Textilène que j'ai co-traduit. On a travaillé, Myrto et moi, à des moments différents sur Privatopia, une pièce de théâtre, mais qui pour l'instant n'est pas encore publiée. Voilà. Puis il reste un 3e texte qui est disponible en français, je crois, c'est Gants avec main, qui a été traduit par Michel Volkovitch. Donc en fait, en français, il y a de disponibles sur le marché, dans les librairies, il y a 3 livres. Pascal Mélo, Gants avec main et Hôtel Rouge. Voilà. Quand j'ai connu Maria en 2001 ou 2002, je sais plus, donc elle m'a fait lire tout de suite ce qui est devenu Presque un mélo, et j'ai découvert cet écrivain et que je ne connaissais pas, qui était connu en Grèce, mais que je n'avais encore jamais lu. J'étais très séduite et contente que ça puisse paraître assez vite. Ce qui m'a beaucoup séduite, entre autres, bien sûr, c'est cette question de l'écriture, pas seulement les choses qui sont brassées par elle, surtout celui-ci est très différent, Presque un mélo est très différent, beaucoup plus facile d'abord, moins intime aussi, là on est dans quelque chose de très intime. Mais c'est l'écriture et cette invention de mêler les voix qu'on va retrouver d'ailleurs dans celui-ci, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la façon dont elle le fait, parce qu'on peut le faire de plein de façons, de mêler des voix au fond, mais la subtilité avec laquelle ça se fait. Voilà, après c'est devenu, on a parlé ensemble, on est devenus amis, et on a décidé, en fait elle m'a demandé si j'étais d'accord pour traduire ce livre, alors qu'il n'y avait pas d'éditeur à l'époque en France. On a aussi travaillé ensemble sur le livre grec.
Donc en fait l'édition que vous avez là est légèrement différente du livre grec. Bon ça concerne des gens que ça pourrait intéresser de comparer, hein. Mais j'ai joué un double rôle, disons. À la demande de Maria, j'ai joué un rôle un peu d'éditeur et puis ensuite de traductrice. Et puis voilà, ensuite je me suis dit bon je cherche un éditeur et j'ai pensé à Pascal et ça s'est fait. Donc tout ça est assez miraculeux, enfin assez agréable. Voilà, maintenant Maria est quelqu'un qui écrit beaucoup de théâtre, de la prose, du théâtre, des nouvelles. Il y a aussi des livres de photographie. Oui, mais il y en a. Donc en fait, c'est quelqu'un qui travaille sur beaucoup de médiums et beaucoup de formes de langage. Mais enfin, je pense que j'aimerais mieux que ce soit toi qui raconte un peu les choses dans l'ordre, si tu veux. L'ordre chronologique, enfin voilà, plus précisément, disons pour moi. Alors, bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être ici entre vous. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire pour moi? J'ai commencé par écrire des petits textes, des textes en prose. Et ça, c'était mes 2 premiers livres. Et puis, il y a eu Gants avec main et je crois L'invisible qui te regarde. Toujours entre récits et nouvelles. Je dirais plutôt des récits. Dans le temps, je pensais que j'étais assez proche de la prose de Manganelli. Et puis, je crois que quand j'ai fait ce bouquin avec des photos et des textes, pas des photos de moi, des photos d'une photographe, là, plusieurs personnes m'ont dit que c'était du théâtre. Et je dois dire que jusqu'à ce moment, j'allais beaucoup au théâtre, je traduisais du théâtre, mais ça ne passait pas par la tête que je pourrais écrire du théâtre. Et là, j'ai écrit mon premier texte théâtral. Ça, c'était en 2000. Et puis, il y a eu ces 2 romans, presque un mélo, Hôtel Rouge, et 2 recueils de récits, mais en même temps, j'ai commencé à écrire du théâtre. Et je crois que ça a bousculé vers le théâtre, beaucoup plus que sur la prose. Je peux pas dire roman, je ne sais pas, parce que chaque fois quand je commence à écrire, je ne sais pas où ça va me mener. C'est plus ou moins après le premier jet que je me rends compte que c'est la prose, c'est du théâtre. Alors, Hôtel Rouge, je sais pas, oui, il a peut-être un passé, mais en tout cas, comme d'habitude ça arrive, il y a quelque chose, une image, quelque chose que j'ai lu, qui me donne envie. Un déclencheur. Un déclencheur, oui, d'écrire. Alors là, c'était ma relecture du Souffleur de Klossowski. Et c'était juste cette phrase que j'ai ici en exergue, et qui dit « Mais les reflets m'aveuglent et les échos me vrillent les oreilles ». C'est un peu comme ça que ça a commencé.
Ouais, un exergue qui est Qui donne bonne comme les idée. meilleurs exergues, évidemment, qui rétrospectivement illumine en fait tout ce qu'on vient de lire. Ce que je vous propose, si ça vous convient, et on reviendra probablement Oui. après sur la genèse, enfin de ce texte, sur sa genèse littéraire, mais c'est peut-être d'en entendre un extrait, puisque je pense que c'est important, surtout pour ce texte-là, de se trouver dans le... Tu veux lire ou je lis? Comme tu veux. Vas-y. On a choisi, Maria et moi, avant de venir, 2 ou 3 Alors. extraits dans le livre et qui donnent une idée assez représentative des différentes formes qui sont utilisées, exploitées, travaillées. Je crois qu'on va élaborer un peu sur ça ensuite, mais à la base, il s'agit, si on devait le décrire en une phrase clinique, il y a une des instances en fait qui parle d'une façon presque clinique. Il s'agit d'une fillette devenue femme qui est à la recherche en fait de ses souvenirs d'enfance. Bon. Je ne dis pas plus pour l'instant. Alors ça, c'est un extrait qui s'appelle Petit intermède sonore, plainte et gênement. Gênement. Mais il vient de manger, alors pourquoi elle chouine? Elle n'a quand même pas faim à nouveau, elle a soif, elle a faim, toujours quelque chose qui ne va pas. Un coup elle a chaud, un coup elle a froid. C'est la colique et puis c'est les dents. Ah là là, ces dents. Et il faut la changer 20 fois par jour. Mais comment elle fait? Et ces pleurnicheries qui n'arrêtent pas. Une vraie princesse au poids. Mon Dieu, elle n'ava rien nous épargner. Ouf, à croire qu'il n'y a qu'elle au monde, on n'a qu'à la mettre loin dans le salon. Personne n'y passe. Dans le salon, elle pourra crier autant qu'elle veut. Elle ne dérangera personne. Tout au fond, la pièce est si grande. Tous les enfants n'ont pas cette chance. Là, dans le petit recoin, vers la fenêtre, elle va bien finir par se calmer. Et quand on aura des invités, la nounou viendra la reprendre. Ouf, comment est-ce qu'on va faire maintenant que tu es là? Et quand tu vas grandir, ce sera encore d'autres soucis. Comment on va faire pour te cadrer? C'est comme un appel impérieux pour que je demande pardon. Et non, je ne vous demanderai pas pardon, j'existe. C'est tout, point final. Et rien de ce que vous voulez ne se produira. Elle nous fait honte. Elle est tellement rebelle. Ils nous l'ont dit aussi à l'école, oui. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Je vais vous envoyer l'oreiller à la figure. Là. Pas le temps de dire ouf. Je vais tout fiche en l'air, papy. En miettes tes trésors. Je sais où vous cachez les ciseaux. Et quick, les jupes des petites filles en pièces. Tu entends? Vous entendez? Les petites filles bien élevées, vous les mettez où je pense. Et je vous préviens, je ne vais pas y rester dans votre beau monde de carton-pâte. Mais pfuit, quand ce sera mon tour, vous allez voir, je partirai, moi, avec le cirque Medrano. Alors, c'est cette chose fascinante, c'est que des romans, enfin des récits sur les souvenirs d'enfance, il y en a des milliers. Des romans intéressants sur les souvenirs d'enfance, il y en a entre des dizaines et des centaines. Et de temps à autre, et ça, je pense, en tout cas moi ce que je connais en littérature, il y a des textes qui sortent de l'ordinaire parce que c'est plus tout à fait... parce que là, effectivement, on va parler... Là, je vais pas trahir des secrets incommensurables, je pense, d'une fillette donc de la bourgeoisie athénienne, une bourgeoisie très internationalisée, donc avec des parents qu'on est tenté de décrire au vu du témoignage, mais la fiabilité de ce témoignage est un des enjeux évidemment du roman, comme étant un peu des parents un peu distants, ou peut-être absents, pour le père ou la mère étant évidemment pas identiques. Donc il y a une forme d'enquête, bien entendu, sur ces souvenirs. Ça, c'est ce qui fait la racine de la chose. Mais ensuite, il y a un traitement qui est proprement incroyable. Le fait de
séparer l'enquête, en fait, de confier l'enquête à plusieurs instances, qui a priori sont celles de la même personne, enfin on peut le supposer, mais qui se comportent pas du tout pareil, qui ne parlent pas du tout pareil, qui n'ont pas du tout le même rôle, qui n'ont pas du tout la même attitude vis-à-vis du passé, et vis-à-vis du lien entre le présent et le passé. Et ça crée vraiment une magie rarissime. Donc moi je me demandais, après on va y revenir parce qu'on va en reparler de la façon de traduire cette magie qui pourrait être n'être que du gimmick de construction narrative. Et en fait c'est évidemment pas du tout le cas parce que c'est soutenu par une écriture qui est à la hauteur sur chacune des trois voix en permanence. Et moi je me demande un peu, bon je sais que c'est une question terriblement difficile hein, pour un auteur ou une autrice, c'est d'où est-ce qu'il est sorti quoi, ce texte, enfin, qu'est-ce qu'il annonçait, qu'est-ce qu'il laissait un peu anticiper dans ce qui a été fait préalablement, quels sont les ressorts en fait qui ont été mis en œuvre, parce que moi je me refuse à croire que ces textes-là sortent comme ça tout habillés d'un coup, parce qu'il y a quelque chose. Enfin, non, mais peut-être pas. Oui, je veux dire que quand même c'est pas autobiographique. Ça, oui. Il y a des côtés autobiographiques, comme toujours, il y en a, mais pas là où vous y attendez, je pense. Le lecteur s'y attend. Mais la famille, c'était quelque chose qui me tracassait beaucoup. Qu'est-ce que c'est la famille? Pourquoi a-t-on besoin d'une famille? Pourquoi finalement tous ces contes d'enfants qui parlent d'enfants malheureux sans famille, c'est pas le contraire. Et je crois que je peux pas dire autre chose, que le moment est venu pour que j'écrive un texte qui serait un texte sur les fouilles de la mémoire, de la présence de l'enfance dans notre âge adulte, mais en même temps sur l'écriture. Comment naît et se développe l'écriture, un peu comme on passe d'un âge à l'autre. Pour compléter, si je puis me permettre, ce que tu viens de dire, Maria, dans ce texte-là, c'est une famille en effet internationale. Enfin, la profession du père les amène à beaucoup voyager, circuler, vivre en France en particulier. Et la petite fille, elle entend ce que les petits enfants français entendent aussi, des chansons par exemple. Il y a une chanson de Reggiani. Il y a aussi des poèmes, il y a des extraits de Mallarmé, il y a un extrait, il y a un univers sonore qui est culturel, qui est propre à ce type de vie de personnes qui circulent beaucoup. Et du coup, pour compléter ce que tu dis, le travail sur la réflexion sur l'écriture, ça passe là-dedans, entre autres, il me semble. Ce qui est très malin et ce qui est très réussi. Voilà, parce que ça c'est incarné. C'est incarné. La petite fille, elle est de toute façon en permanence vous l'avez entendu là dans l'extrait qu'on a lu, on entendait la voix de la mère, la voix de la fille qui s'entremêlait, mais il y a quelque chose de direct dans le rapport au monde de la petite fille et en même temps de biaisé, qui passe par différents intermédiaires, dont l'absorption de musique, de verbes. Enfin, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Hein. Voilà, ça c'est une des choses
la complexité justement de ce passage de l'âge d'un âge à l'autre, de l'enfance à l'adolescence, la complexité, la présence de l'enfance dans la personne adulte, etc. Toute cette chose qui n'en finit jamais d'être entremêlée, ça passe dans le texte par ces aspects-là. Alors les trois instances dont vous parlez, tu parles, la voix, le souffle qui dialogue, et puis une troisième instance qui s'appelle les oreilleux. Et, Maria a inventé un mot en grec et du coup j'ai inventé, ou on a inventé. Enfin, je voudrais quand même dire qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Maria voulait pas que son nom figure comme co-traductrice. Moi, j'aurais voulu. Voilà. Donc c'est pour ça que je tiens à dire que il y a des termes qu'on a inventés ensemble, enfin des choses qu'on a travaillé ensemble aussi. C'est important. Voilà. Donc ça, c'est par exemple cette triple instance, la voix, le souffle, les oreilleux. Ou bien ces citations qui parsèment, mais en même temps, c'est comme vous disiez, c'est pas un gimmick, c'est pas abstrait, c'est pas artificiel. La voix, c'est quelque chose qui revient dans mes textes. Ça existait avant dans une pièce de théâtre, dans Désobéissance. Ça existe après dans Textilène, et puis après aussi dans une autre pièce de théâtre qui s'appelle Privatopia. Il y a comme une obsession sur la voix qui est une bouche finalement et peut-être des doigts. C'est ça. Le souffle, oui, encore, il y a d'autres textes où il y a ce mélange de voix. Dans des mots, il y a une voix, c'est un monologue à trois voix. Et les oreilleux, c'est encore ici une chose qui revient. Ici, c'est les oreilleux. Dans Presque un mélo, c'est les collègues dans un bureau. C'est toujours cette histoire de cœur. Je ne sais pas si ça vient du côté grec. C'est quelque chose que je suis imprégnée. Je disais, je comprends. Ouais. Ah oui, oui. Oui, de cœur, de la tragédie, ouais. Du théâtre antique. Le cœur, oui. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Mais il y a vraiment cet aspect choral. Alors en particulier, effectivement, du côté de l'instance, les oreilleux, pour moi, qui jouent ce rôle justement de contrepoint, qui ramène et qui vient dire ce que les deux acteurs, quelque part, principaux ne peuvent pas dire, en fait. Mais moi, ce que je trouve vraiment fascinant dans le truc, c'est que y compris quand l'enjeu, le Graal, c'est la conquête ou la reconquête des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire savoir finalement qui on est en réalité, si ça a un sens. Parce que je trouve, et moi je sais pas, c'est la pure projection de lecteur, hein, il y a quand même un vrai enjeu en disant, on est tous, en fait, et ça c'est assez universel, on est des personnalités fragmentées. Après, la littérature, elle le montre de différentes façons, et il y a des romanciers qui sont allés très loin, justement, dans la mise en scène de personnalités, là, pour le coup, cliniquement schizophrènes, avec X pouvant aller jusqu'à 1000. Enfin, donc on pense à évidemment les 1001 vies de Billy Mulligan, enfin de Daniel Case. Enfin, on pense à Antoine Bello qui a sorti très récemment un livre justement sur les personnalités fragmentées, ou là dans un secteur un peu plus obscur qui est la science-fiction, mais Walter John Williams qui a fait un roman qui s'appelait Aristoy, qui c'est magnifique, y compris dans le graphisme pour montrer ces personnalités. Mais autant j'aime ces trois romans, mais aucun n'approche, même de loin, hein,
la puissance en fait poétique et charnelle qui est à l'œuvre là dans un roman qui est court en fait en plus. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se dit ouais, pour développer plein de personnalités il va falloir aller 500 pages pour commencer, peut-être 1000 si on est en forme. Et là non, c'est extrêmement et pourtant on a bien 3 composantes essentielles qui sont, et je trouve que c'est une des beautés, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait dans Hôtel Rouge. Et ce terme de bienveillance, moi, il me plaît beaucoup parce que c'est un terrain qui est difficile. Enfin, l'enfance, elle est toujours, pas toujours non d'ailleurs, mais c'est compliqué. C'est quelque chose. Enfin, c'est un vrai enjeu. On sent bien que dans le discours de la voix, on l'a entendu dans l'extrait que vous avez choisi d'emblée, il y a de la rage. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre, qui est c'est pas un jugement objectif, on sait pas si elle était heureuse ou malheureuse cette enfance, mais en tout cas, vu d'où elle est vue maintenant, il y a de la rage. Et d'avoir ces espèces de 2 forces, le souffle qui est là, qui relance, qui relativise, qui aide. Enfin, il y a vraiment un côté incroyable de gentillesse de la part du souffle, même dans les pires poussées de rage de la voix. Et je trouve que c'est très beau. Et puis il y a cette espèce d'instance, voilà, les oreilleux qui est là pour dire la vérité. C'est-à-dire, là, les deux, là, ils racontent n'importe quoi. Enfin, ils sont en train de se faire leur truc, mais non, c'était pas comme ça. C'est comme ça que c'était. Et qu'évidemment, on dit pas beaucoup, parce que sinon, on a l'impression que tout a été enregistré. Alors, ça peut pas être le cas. Les yeux et les oreilles. Enfin, si c'est bien le truc que vous avez fait, donc ils sont un peu les enregistreurs. Ils ont capté le plus qu'ils pouvaient, mais ils ont capté que ce qui est matériel. Ils n'ont pas capté les intentions, les sentiments qu'il y avait derrière. Là, on est bien obligé de s'en remettre à la voix et au souffle. Je trouve que l'espèce de point de rencontre entre ces 3-là crée un truc unique, quoi, vraiment. Et donc, je me demandais quelle était la part là-dedans qui venait effectivement d'une envie de presque psychiatrique, ou ce qui était effectivement de l'ordre de la technique romanesque et théâtrale, en disant le discours peut pas être unique, il faut le fragmenter en 3. Donc finalement, comment ça s'est constitué, quoi, ces 3 voies-là? Mais très naturellement, je ne sais pas, ça s'est produit comme ça, sans. J'ai pas essayé de faire ça. C'est très difficile de vous dire. C'est venu, vous savez, comme l'écran de l'ordinateur, c'est un peu une scène. Ça se construit comme une scène. Alors du coup, il faut voir l'espace un peu, et il faut mettre les personnages. Mais il y a dans le théâtre de marionnettes je ne me souviens plus, peut-être Laurent, je me souviens, celui qui fait les marionnettes, et tout est obscur, et il y a seulement, on voit des mains, on voit des yeux, on voit où. Dans le texte de Kleist, tu Hein? dans le texte de Kleist, Ouais. sur la vie des marionnettes. Ouais, voilà. Ou je ne sais pas, le chat de Cheshire William, seulement. Ça, ce sont des images qui me sont venues quand j'ai commencé à écrire. C'est pas c'est pas quelque chose qui est pensé en avance, en tout cas. C'est quelque chose qui se construit à troc, je sais pas. Et j'écris toujours comme ça, sans plan. Le plan, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Je ne sais jamais ni la fin, ni bien sûr, ni rien. C'est vrai que c'est quand même extraordinaire, parce que ces 3 voix qui sont présentes sont, autant qu'on le sache, mais a priori les 3 voix qui viennent de la même personne, l'adulte. Pourtant on pourrait en prendre n'importe quel extrait et
et je pense, on lirait à la salle juste un extrait qui vient, mais pris justement au milieu d'un texte d'Oreilleux, au milieu d'un texte de La Voix, où le souffle, c'est rare qu'il parle sur des longs passages. C'est vraiment des interventions plus ponctuelles. Mais je suis sûr que personne ne reconnaîtrait instantanément. Il y a vraiment des voix qui sont extrêmement fortes, extrêmement distinctives. C'est ça. Là, on avait choisi un passage. Tu veux qu'on... Il y a les C'est trois ça. comme ça. Non, C'est ça, quelle page? Non. Mais attends, c'est... À présent, comment va-t-elle continuer? Le soleil qui entre par la fenêtre d'en face l'empêche d'avancer, les ombres qui forment autour d'elle ressemblent à des héros maudits cachés derrière des portes closes, ou à ces vieilles connaissances qui passent soi-disant par hasard et laissent leur carte de visite. Mais le désir de s'en emparer, de la lire, s'évanouit, parce qu'elle est rédigée dans une langue incompréhensible. Il est même comme un gros sac poubelle rempli de syllabes éparses. Fuir, là-bas fuir. De qui est cette phrase? Quand est-ce que tu l'as entendue pour la première fois? Tu te souviens? Tu étais toute petite et tu la répétais sans savoir ce qu'elle signifie. Tu disais « fuir là », ça t'amusait beaucoup. Tu te souviens de ce village au sud de la France? Il y avait des draps très blancs, un peu raides et humides, pas repassés, un immense lit en bois et les plus beaux oreillers que j'ai jamais vus de ma vie, et aussi une gigantesque cheminée. Je n'avais jamais vu de feu dans une maison chez nous, il était toujours éteint. Didis était là, lui aussi. Je ne me souviens de personne d'autre, juste une grosse femme avec un tablier blanc immaculé qui allait et venait dans la maison en grand blanc. Elle m'avait préparé 2 énormes tartines épaisses de pain beurré avec de la confiture rouge vif. Il est trempé dans de grandes tasses de café brûlant. Moi, je n'avais droit qu'à du lait. Et qu'est-ce que c'était le fuir là? Il parlait d'un grand-père qui avait habité là autrefois, un grand-père poète. Poète, il disait. Je n'avais jamais entendu ce mot, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Nous étions à table, moi assise sur une montagne de coussins, sans doute que je m'ennuyais. Je me suis laissé glisser de ma chaise et j'ai couru dans toute la pièce, surexcitée, en criant « fuir là, fuir là, fuir là, fuir là ». Tu ne t'es pas fait gronder? Je ne sais plus, je me souviens plutôt de visages amusés. Et le poème? Oh, beaucoup plus tard. Et alors, tu as fait le lien? Non, seulement très récemment, comme si des chants se faisaient écho, un écho venu de tréfonds d'une époque secrète révolue, sur le vide papier que la blancheur défend. Et le voilà qui surgit tout à coup de nulle part, une phrase qu'elle n'attendait pas et qui la fait bondir. Elle sort faire un tour, prendre l'air, se sentir en sécurité dehors, et pourtant les gens qu'elle croise lui semblent ne pas avoir de poids, comme s'ils voguaient ou roulaient sur des roues invisibles au-dessus du sol. Elle touche les murs pour ne pas se laisser prendre aux trappes qui s'ouvrent à côté d'elle. Elle regarde intensément les gens autour pour s'assurer qu'ils existent bien, mais leurs traits sont altérés, des nez immenses et pointus comme Pinocchio, des yeux et des bouches ténébreuses, des cavités creuses et arrondies. Elle s'en va en laissant le vide derrière elle. Le fugace la regarde intensément. Où aller? L'oubli, et non le souvenir, te fait revivre, te fait recommencer, mais il faut le vouloir. Encore ce mal en elle. Elle rentre, elle s'assoit et dessine sur un vieux papier des cercles, des carrés, des spirales, des petits monstres, des nuages, des serpents. Ah, c'est beau, non? Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'étonnant dans la façon dont, dont tu as su trouver plusieurs écritures enchevêtrées. Alors, on l'avait vu dans le premier extrait, qui peuvent être enchevêtrées dans le récit, qui est toujours celui qui est le plus confus, justement le plus brut de fonderie, malgré tout, même avec son sens de la formule, mais qui est celui de la voix. Puis avec les coups d'un peu de hache, gentils ou juste froids, qui viennent donner les oreilleux et le souffle. Mais il y a vraiment une construction, je trouve, pour cette espèce d'œuvre collective que devient finalement d'aller élucider, bon, c'était quoi cette enfance finalement? Comment elle était vraiment, quoi? Sachant que il n'y a pas de réponse, évidemment. Ils ont beau s'y mettre à plusieurs, ils vont pas y arriver.
Là, ça y est, là, j'ai fait le spoiler monstrueux, en fait. C'est voué à l'échec, cette tentative. Mais le simple fait de s'y être attelé, enfin, avec ces... Là, c'est... On en vient à dire avec ces personnages, quoi. Alors que c'est pas des personnages, normalement. Ben, c'est plus que des... Si, c'est des personnages. C'est pas seulement des figures ni des instances, c'est des personnages. Les trois, tu veux dire les trois instances, justement, plus tous les personnages qui circulent autour. Voilà. Ou leur simulacre. Plus leur simulacre. Les personnages, certains personnages ont parfois, en plus, leur simulacre qui viennent s'en mêler. Oui. Alors bon, le fait que Mallarmé surgisse, effectivement, enfin, il n'est pas tout seul, mais que le fait que Mallarmé surgisse, et que dans une quête, en fait, de la possibilité ou l'impossibilité de restaurer finalement ce qui a été, effectivement, on voit sourdre du texte la question de l'impossibilité ou de la possibilité d'écrire finalement, et d'écrire notamment sur quelque chose qu'on a vécu, la façon de le transmuter, de le retrouver, de le faire vivre. Pourquoi c'est Mallarmé là qui s'est imposé quand même? Ça peut pas être un hasard. Parce qu'un coup de dé ne l'abolira jamais, de toute façon. Je ne sais pas si c'est une phrase qui m'avait marqué. C'est pas la page blanche. Mais comme j'ai traduit aussi Mallarmé en grec, alors voilà. Oui. Le premier moment que tu dis ça, Hein? tu es une traductrice très célèbre en fait. Il faut le dire. Mais oui. Et puis sur des auteurs ou des autrices pointues, me semble-t-il. Enfin, réputés pointus. Les trois quarts du nouveau roman français. Et bon, mais ce que je dois avouer, c'est que il y a quelques jours, je me suis dit, il faut que je relise ce livre parce que j'avais oublié. Hôtel Rouge? Ouais. Et quand j'ai fini, j'ai trouvé ça très hermétique. Pas mal. Très hermétique. Je me suis dit, bon, ouais. Qui est-ce qui a écrit ça? J'ai pas eu cette impression-là une seconde. Ouais. Et comme si chaque fois que je m'approche, ça devient un gribouillis. Et quand oui. Oui, je ne sais pas. C'est bizarre. Moi, j'ai trouvé, alors que justement, enfin, c'est une sensation, hein, encore une fois, purement de lecture, donc il n'y a pas d'intentionnalité, de pari sur l'intentionnalité de l'auteur ou de l'autrice, mais au contraire, je trouve que dans cette quête qui est menée, qui est une quête un peu impossible au départ, enfin, dont d'ailleurs les obstacles sont mentionnés, enfin, au départ, on ne va pas y arriver, savoir ce qui s'est vraiment passé à 20 ou 30 ans de distance, avec des souvenirs qui sont fatalement fragmentaires, c'est pas comme si on avait les archives, justement, photographiques, enfin, tout, donc, de toute façon, c'est à partir de souvenirs, et ces souvenirs, on le sait tous, qu'ils sont biaisés. Donc, il y a une espèce de méthode d'enquête poétique, en fait, qui est mise en œuvre, où chacun va essayer de jouer son rôle du mieux qu'il peut, et je trouve que c'est le succès en fait de cette quête aussi qui crée beaucoup d'émotions. C'est que oui, c'est un échec, mais parce que l'échec il est écrit, c'est qu'on peut pas le recréer le passé tel qu'il a été, on n'a pas les moyens, mais que sur le chemin, tout ce qui est mis en œuvre en fait c'est une beauté, et ça a un côté, ouais, alors j'aime pas trop le mot, mais ça a un côté oui cathartique. Elle y trouve la voix quand même, une partie de ce qu'elle est venue chercher dans Hôtel Rouge. Enfin, et nous avec elle, du coup. Enfin, parfois, je me demande si cette bienveillance dont vous parlez, dont tu as parlé tout à l'heure du souffle, si c'est pas un peu... ouais. Je me dis que
ce que Hugues a dit sur la bienveillance du souffle, si c'était pas un peu exprès, ça me facilitait la tâche pour pouvoir encore m'évader, biaiser. Oui, voilà. Non, je crois que une des autres convictions en refermant Hôtel Rouge, c'est que je pense qu'aucune lectrice ou aucun lecteur n'aura l'impression d'avoir épuisé la voix ou la substance qui est contenue dans la voix et dans son enfance. On n'a fait qu'approcher quelque chose qui est foisonnant, qui est monumental. Alors même que c'est qu'une enfance, je vais pas dire ordinaire, hein, elle a ses caractéristiques, mais c'est pas une enfance à ce point exceptionnelle. Non. C'est une enfance, ses caractéristiques. Et pourtant, dans l'approche qui en a été faite, on devine qu'on pourrait passer une vie, ou plusieurs en fait, à essayer de lui rendre sa vérité illusoire, hein, mais sa vérité cherchée, quoi. C'est vrai aussi qu'il y a je sais pas, des extraits sur ce qu'était la Grèce entre 50 et 65. Comment était construite cette bourgeoisie, ce que voilà. Mais ça apparaît en arrière-plan quand même. Oui, plutôt, par rapport à Mélo, qui est une autre période, mais qui est vraiment, c'est plus au centre, cette question de la peinture ou de la société, pour dire des choses comme ça. Là, c'est le fond de la scène. Ça apparaît, mais c'est plus... Dans le livre, la qualité essentielle du livre, c'est peut-être le mot résonance. C'est-à-dire qu'il y a la résonance intérieure et en même temps, cette résonance intérieure, elle te donne à voir la résonance du monde extérieur. C'est un petit peu comme s'il y avait des ondes qui s'échangeaient constamment entre l'enveloppe intérieure et l'extérieur. Et ça foisonne dans les deux sens, et puis ça focalise sur parfois des objets, des personnes. C'est un monde qui apparaît, quoi. Un peu comme quand tu cherches à dater une peinture par la résonance nucléaire, tu vois, tu as des choses qui apparaissent, etc. Et là, moi, j'ai eu ce sentiment-là, quoi, très fort. Et c'est ce qui se passe quand tu es enfant, quand même. C'est-à-dire que tu cherches à appréhender le monde, et en même temps, parfois il répond, parfois il est pas là, et il y a quelque chose qui se passe de vibratile à l'intérieur. Et je trouve que ton livre donne ce sentiment-là. Ça me semble, enfin alors, bien sûr, mais sinon ça me semble un très très beau mot presque de la fin, en fait, parce que c'est vrai, ça vient en fait, non mais on va, non mais je pense qu'une des choses qui, je suis presque sûr, fascinera chacune et chacun d'entre vous à la lecture, c'est que ce texte, alors j'en suis persuadé, je le dis pas souvent, surtout pour des textes courts, c'est un texte qu'on peut relire, hein, à mon avis, assez aisément, et on va y trouver en fait des choses différentes, parce que précisément, ce foisonnement de la mémoire, même avec l'aide des médiateurs, des autres personnages, enfin qui viennent vraiment donner à mon avis un vrai coup de main, et oui, bienveillants. Enfin, ils sont gentils, quoi. Même s'ils sont parfois un peu raides, enfin, je pense notamment Rayeux, puis parfois un peu insistants, le souffle. Hein. Il y a vraiment une entreprise commune là qui est à l'œuvre, mais on sait que on peut la reprendre, et puis on va pas nous-mêmes, de même que la mémoire en fait se dérobe, même avec un gros travail, on va lire à la deuxième fois un deuxième livre en fait, parce que c'est pas les mêmes les mêmes points qui vont être révélés en fait par le travail du souffle et des oreilleux. Donc il est d'une richesse incroyable pour un livre, encore une fois, qui est court. Donc et là je vais faire ma seconde un peu mercantile. Le fait qu'il soit court, qu'il parle quand même d'une chose aussi universelle que les souvenirs d'enfance, et qu'il soit d'une ruse abominable et d'une beauté, franchement, c'est incroyable. C'est drôle. En plus, on se marre tout le temps. Mais
c'est vraiment un livre qu'on peut acheter par 4 ou 5 exemplaires pour les offrir. C'est ça que je voulais dire. Voilà, il est temps de commencer à faire ses provisions. On est déjà le 15 octobre. Ouais. Cadeau de Noël, oui. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez ce petit moment de mercantilisme littéraire. Mais... Surtout que j'ai amené un carton plein. Hein. Voilà. Donc vraiment, alors en tout cas, bon, n'hésitez pas ensuite à évidemment à le faire dédicacer par l'auteur et ou par la traductrice, donc qui a fait. Alors moi, quand je parle pas le grec, si je dis que c'est un travail exceptionnel, ça sonnera un peu faux, mais il y a des gens qui ont dit qu'il y avait vraiment eu quelque chose à l'œuvre. En tout cas, dans la créativité verbale, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a été fait en français, Ah oui. qui est vraiment impressionnant. Et ça, Donc vraiment, merci grâce à beaucoup. toi. Hein. Ça, c'est clair. Donc vraiment, merci infiniment, merci d'avoir accepté cette invitation. Et n'hésitez pas à poursuivre les conversations autour de quelques vers ou voilà ou plusieurs. Une fois toutes ces dédicaces de nombreux exemplaires. En fait. C'est un peu lourd, mais il faut bien.